Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la première moitié du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Charles Samuel Bartlett est né à Londres au début des années 1800 dans ce qui était décrit comme une famille de bonne origine et d'éducation. Cela lui a permis d'avoir une position supérieure aux couches les plus pauvres de la société, sans toutefois bénéficier du confort assuré de la richesse. Il a grandi à une époque où la vie d'un enfant était souvent difficile. Jusqu'en 1815, la Grande-Bretagne était en guerre contre Napoléon, ce qui rendait la nourriture rare et les salaires instables. Les émeutes du pain, le chômage parmi les soldats de retour et le fardeau des prix élevés faisaient à que de nombreuses familles peinaient simplement à survivre. Pour les enfants pauvres, l'éducation était limitée. Quelques chanceux fréquentaient des écoles de charité ou apprenaient à lire et à écrire lors des cours du dimanche, mais beaucoup étaient contraints de travailler dès leur plus jeune âge. Dans les villes, des garçons et filles dès 7 ou 8 ans transportaient du charbon, remontaient des bobines ou travaillaient en atelier. Dans les régions rurales, les enfants aidaient leurs parents dans les champs, gardaient les animaux et récoltaient les cultures. La santé souffrait souvent d'une mauvaise alimentation, d'un travail pénible et de logements exigus. Pourtant, les foires, les spectacles de rue et les troupes itinérantes offraient un aperçu de couleur et d'excitation dans une existence autrement austère. C'est dans ce monde que Charles Bartlett a passé sa jeunesse. Les moyens de sa famille lui ont permis de recevoir une certaine éducation. Mais il n'a pu grandir sans être marqué par le travail des enfants, la pauvreté et le mouvement constant de ceux cherchant du travail. Au milieu des années 1820, il était déjà adulte et l'Angleterre changeait déjà rapidement. De 1825 à 1835, la révolution industrielle s'est encore plus intégrée à la vie quotidienne. Les filatures et les fonderies alimentées à la vapeur ont agrandi les villes, tandis que les communautés rurales se sont souvent réduites sous la pression économique. Cette période a connu des opportunités et des bouleversements. Les canaux et chemins de fer facilitèrent les déplacements, mais les salaires restaient irréguliers. L'agitation sociale persistait en sous-main. La loi de réforme de 1832 a élargi la représentation politique, mais les pauvres avaient toujours du mal à joindre les deux bouts. Charles avait servi dans l'armée, la marine et avait aussi travaillé un temps dans la police de Londres. Pourtant, pour un jeune homme au tempérament agité, il était facile de s'éloigner de la discipline de la routine. De telles positions exigeaient une stabilité qui ne semblait jamais lui convenir, et plutôt que de rester stable dans un emploi, il décida qu'il préférerait travailler dans une fête foraine, adoptant une vie que beaucoup considéraient comme étant à la limite de la respectabilité. Il devint membre de la troupe itinérante de comédiens, connue sous le nom de la Compagnie d'Ingleby, qui voyageait de foire en foire, installant leurs spectacles sur les champs de course et lors d'autres rassemblements temporaires. Ces artistes itinérants gagnaient leur vie dans le monde, changeant des baraques, des amusements et des foules mouvantes, où le spectacle comptait plus que la performance. Mais Charles semblait s'épanouir dans cet environnement, s'adaptant aisément à son rythme effréné, même si cela ne lui offrait guère de stabilité ou de réputation durable. En août 1836, Charles, voyageant avec sa troupe vers Monmouth, rencontra la fille d'un cordonnier local. Leur rencontre fut brève, mais en quelques jours, Charles et la jeune femme étaient mariés. Dans le cadre de l'arrangement matrimonial, il reçut la promesse d'un héritage au décès du père ou de la mère de sa femme. Ainsi, à une époque où le mariage impliquait souvent de minutieuses négociations de dot, la perspective d'un héritage futur n'était pas négligeable. Pour Charles, qui vivait de représentation en représentation, ce mariage offrait non seulement de la compagnie, mais aussi une certaine stabilité financière à venir. Après le mariage, Charles passa peu de temps avec la famille de sa femme à Monmouth avant qu'il ne reprenne la vie des foires itinérantes. Madame Mary Lewis partit rendre visite à sa fille et à son gendre. Elle avait appris que la troupe d'Ingleby jouait à Stapleton, près de Bristol, à environ 50 km de Monmouth, juste de l'autre côté de la frontière galloise-anglaise. Elle monta donc dans une diligence et s'y rendit. Charles, cependant, ne sembla pas ravi de la voir. À une certaine époque, alors qu'ils vivaient chez elle peu de temps après leur mariage, des différends étaient apparus entre eux, bien que leur nature exacte reste floue. Le 9 septembre, Charles a été vu en possession d'un pistolet de cavalerie. Il avait envoyé un garçon acheter de la poudre et on l'a vu rouler un morceau de plomb pour en faire une balle. Le lendemain, samedi 10 septembre, un coup de feu a été entendu non loin du pub Mason Arms, à la lisière du village.
Peu après, le corps d'une femme a été découvert dans Tabot's Lane, un chemin menant à la rivière Frome. Elle gisait au sol, une jambe repliée, ses vêtements en désordre et du sang coulait d'une blessure derrière la tête. Son bonnet avait été transpercé par la balle, un parapluie gisait abandonné à proximité et ses gants étaient tirés sur ses mains. La femme fut plus tard identifiée comme étant Mary Lewis, qui était récemment venue à Stapleton pour voir sa fille et son gendre, qui faisaient partie de la troupe d'Ingleby jouant à la foire. Il fut rapidement établi que la femme décédée avait été vue pour la dernière fois en compagnie d'un jeune acteur nommé Charles Samuel Bartlett. La veille, ce monsieur avait été vu avec un pistolet de cavalerie. On l'avait vu quitter sa pension avec Madame Lewis, puis marcher ensemble sur Stapleton Road avant d'entrer au Mason's Arms, où ils prirent du gin avec de l'eau. Des témoins ont déclaré aux enquêteurs que Madame Lewis n'avait pas semblé très joyeuse. La propriétaire a expliqué que Monsieur Bartlett lui avait emprunté un couteau pour couper du bois, puis était allé dans la cour où était stocké le bois de chauffage. La propriétaire a ajouté qu'à son retour il avait l'air agité, comme s'il essayait d'éviter d'être reconnu. Elle a dit que peu après, il a payé les boissons et ils sont partis ensemble. Un autre villageois a indiqué que dans l'après-midi, peu après le départ de Monsieur Bartlett et Madame Lewis du Mason's Arms, il a entendu un coup de feu mais n'y a pas prêté attention, pensant que quelqu'un tirait sur des merles dans un jardin. Robert Dix a raconté qu'avec sa femme, ils avaient entendu des coups de feu et aperçu une heure plus tard quelque chose allongé près de chez eux. Il a raconté qu'au départ, ils croyaient voir un ivrogne, mais en s'approchant, ils ont découvert que c'était le corps d'une femme. Il a raconté comment elle était allongée sur le sol, ses vêtements en désordre, une jambe repliée sous elle comme si elle s'était effondrée. Monsieur Dick a dit qu'il a alors vu qu'elle avait été abattue d'une balle à l'arrière de la tête, car du sang traversait son bonnet. Avec l'aide d'un autre homme, il a transporté le corps jusqu'au Mason Arms Public House. La nouvelle de la tragédie s'est rapidement répandue, et en peu de temps, une foule s'était rassemblée pour voir la défunte. Tout au long de la soirée, et jusque tard le lendemain, les gens continuèrent de venir, attirés par la curiosité et l'horreur. Suite à la mort brutale de la femme, le public resta fixé sur la scène, les bras de maçon devenant le centre sinistre de la tragédie. Charles Bartlett était lui-même parmi les nombreux visiteurs du dimanche. On le fit entrer dans la pièce où reposait le corps et, choqué, il s'écria « Mon Dieu, c'est ma belle-mère !» Il déclara vouloir réclamer son corps. Ces paroles, cependant, ne firent qu'accentuer les soupçons selon lesquels il aurait pu être impliqué dans la mort de la pauvre femme. La propriétaire et sa servante le reconnurent toutes deux comme l'homme qui avait bu avec la défunte la veille. Le sergent de police Hillcoat décida de fouiller la chambre de Monsieur Bartlett au numéro 23 de la rue Barton, où il trouva un grand pistolet de cavalerie et un plus petit pistolet de poche à double canon, qui semblait avoir été récemment déchargé. De la poudre fut aussi trouvée sur les vêtements de Monsieur Bartlett et une baguette noircie correspondant au canon des pistolets fut découverte dans son gilet. Une enquête fut menée le lundi matin sous la présidence du coroner, Monsieur John Ellis, accompagné du magistrat, Monsieur Ricketts et du révérend Merehouse. Un jury fut alors assermenté et conduit immédiatement pour voir le corps. Des témoins furent appelés à raconter les déplacements du défunt et de Monsieur Bartlett le jour du meurtre. Une femme nommée Sarah Light se souvint de les avoir vus tous les deux au Mason Arms Public House vers 2 heures, et elle les a entendus parler de la foire. Elle a dit que Madame Lewis portait un parapluie et avait une bague au doigt. Un autre témoin, ayant reconnu le corps immédiatement, a affirmé à l'enquête que Charles Samuel Bartlett était sans doute l'homme accompagnant la dame décédée samedi. Le docteur Holloway a témoigné que Madame Lewis avait été tuée d'une balle à l'arrière de la tête, plusieurs plombs ayant atteint son cerveau et causé une mort immédiate. L'enquête a également été informée qu'elle avait été retrouvée avec son sac à main et sa bague toujours à son doigt, ce qui suggérait que le vol n'était pas le mobile. Pendant la procédure, M. Bartlett a souhaité faire une déclaration, mais le coroner lui a déconseillé. Lorsque l'enquête a pris fin, le jury a rendu un verdict de meurtre avec préméditation contre Charles Samuel Bartlett, marquant la conclusion officielle de l'enquête. Ce verdict signifiait que M. Bartlett devrait désormais être jugé pour le crime, avec tout le poids de la loi dirigé contre lui. Le meurtre de Mary Lewis avait provoqué une grande agitation dans tout Stapleton et les villages environnants.
Des centaines de personnes s'étaient réunies pour écouter les témoignages et tenter de voir l'accusé. Dans les jours qui suivirent, d'autres indices du crime furent découverts, notamment des morceaux de ruban provenant du bonnet de la femme assassinée, retrouvés dans un étang voisin. Le procès commença le 6 avril 1837 aux assises du Gloucestershire devant le juge Baron Bolland. Interrogé sur sa défense, M. Bartlett déclara « Avec la parole de Dieu sur mon cœur et mes lèvres, j'affirme fermement et sincèrement mon innocence. » Charles Samuel Bartlett était décrit comme un jeune homme de bonne apparence, habillé à la mode et acteur dans une troupe de théâtre itinérante. Il a été expliqué au tribunal qu'il venait tout juste de se marier et que sa femme avait également rejoint la troupe. Monsieur Gator a ouvert l'affaire pour l'accusation et a exposé la nature des preuves. Il a exprimé l'espoir que le jury y accorderait la plus grande attention et ne se laisserait influencer par rien. L'ingéniosité de l'avocat du prévenu pourrait le suggérer. Le mari de la défunte, Monsieur Lewis, a témoigné, bien qu'il ait été très ému en le faisant. Il a déclaré que sa fille avait épousé Monsieur Bartlett à Monmouth le 18 août de l'année précédente et qu'après le mariage, ils avaient brièvement vécu dans sa maison avec sa femme. Avant de retourner à la foire, Monsieur Lewis s'est rappelé ses discussions avec Monsieur Bartlett sur l'argent. Il a dit que Monsieur Bartlett lui avait demandé s'il pourrait lui fournir des fonds puisqu'il épousait sa fille. Mais quand il a répondu qu'il ne pouvait pas, Monsieur Bartlett n'a pas semblé inquiet et a dit qu'il ne l'importunerait pas. De plus, Monsieur Lewis a poursuivi en disant qu'au début du mois de septembre, il avait reçu une lettre de Bass, écrite par Monsieur Bartlett, mais signée de la main de sa fille. Il a reconnu son écriture au dos de l'enveloppe. Il a dit qu'à la suite de cette lettre, sa femme s'est rendue à Bristol, puis à Stapleton. Elle emmenait avec elle un garçon qui devait être admis à l'hôpital de Guinea Street pour le traitement d'un problème aux yeux. Il a poursuivi en racontant comment il a appris pour la première fois la mort de sa femme et maintenant, visiblement submergé par l'émotion. Il a décrit avec émotion comment il s'est immédiatement rendu à Stapleton, où il a vu son corps sans vie étendu sur une table. Dans le pub Mason's Arms, Monsieur Lewis a déclaré que sa fille avait été employée à Bath de 1835 jusqu'à l'été 1836. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, il a dit qu'elle avait rencontré Monsieur Bartlett et qu'ils ne se sont fréquentés que quelques jours avant de se marier. La témoin suivante, Madame Jane Lattison, a déclaré connaître Mary Lewis depuis des années et séjourner chez elle lors de ses visites à Bristol. Elle a déclaré qu'elle ne possédait pas de maison de location et recevait Madame Lewis en tant qu'amie. Regardant le juge, elle a dit que Madame Lewis était arrivée le soir du 5 septembre avec un petit garçon qui allait à l'hôpital. Et dans l'après-midi du lendemain, elle a reçu la visite de sa fille. Madame Lattison a poursuivi en disant que Madame Lewis était sortie mercredi, jeudi et vendredi, mais qu'elle revenait chaque soir vers 22h. Elle a dit qu'elle l'avait vue sortir le samedi matin et qu'aux alentours de 6h de l'après-midi, Monsieur Bartlett est venu et a demandé à la voir. Elle a dit qu'en apprenant l'absence de la dame, il a demandé où elle était. Madame Lattison a dit qu'elle lui avait répondu qu'elle était sortie il y a quelques heures. Et Monsieur Bartlett n'a rien ajouté, sauf pour faire remarquer qu'elle avait promis de venir prendre le thé. Pendant la procédure, Monsieur Bartlett a calmement sucé une orange et bu une bière. Et tout au long du procès, il a pris des notes et suggéré des questions à son avocat, Monsieur Alexandre, qu'il souhaitait qu'il pose aux témoins. Madame Anne Stock, propriétaire d'une pension rue Barton, a déclaré au tribunal que Monsieur Bartlett et sa femme logèrent chez elle durant la foire de Stapleton. Elle a déclaré que Madame Lewis leur rendait visite pendant cette période et dans la matinée du samedi 10 septembre, elle est arrivée vers 11h et est montée dans la chambre de Monsieur et Madame Bartlett. Madame Stock a ensuite déclaré qu'elle devait faire quelques courses vers 1h et qu'elle est revenue entre 3 et 4h. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu Madame Lewis à son retour et qu'elle n'avait pas revu Monsieur Bartlett avant très tard dans la nuit. Elle a déclaré au juge que dimanche, 2 policiers étaient entrés dans la chambre de Monsieur et Madame Bartlett, où ils avaient trouvé des vêtements et une canne dans un manteau. L'accusation a demandé comment Madame Lewis s'était comportée avec son gendre, ce à quoi Madame Stock a répondu que lorsque les 3 avaient dîné ensemble le jeudi, ils semblaient tous de bonne humeur. Un autre témoin était Henry Lovell, 16 ans. Il a affirmé travailler au même stand que Monsieur Bartlett la nuit du 9 septembre. Monsieur Bartlett lui a donné de l'argent pour acheter de la poudre pour un pistolet. Il a affirmé que Monsieur Bartlett avait modelé du pain et du beurre en boule pour imiter la taille du pistolet et lui avait demandé d'acheter des balles.
Cependant, en magasin, il n'a rien obtenu. Henry a dit que M. Bartlett lui avait déjà demandé plusieurs fois de faire cela et qu'il était allé chercher de la poudre à plusieurs reprises. Le tribunal a appris que M. Bartlett travaillait jour et nuit au stand de la fête foraine d'Ingleton, où des pistolets étaient souvent utilisés lors des spectacles. Le fait que M. Bartlett ait un pistolet et nécessite de la poudre était tout à fait normal. Le tribunal a également appris que M. Bartlett était l'un des principaux acteurs de la troupe et qu'il avait pour devoir d'essayer d'attirer le public dans le théâtre, car les bénéfices dépendaient de la taille de l'audience. Il a été déclaré que l'utilisation d'un pistolet pour le bruit était quelque chose qui se faisait souvent pour attirer l'attention du public. Surtout si une autre troupe utilisait des choses comme des tambours et des trompettes pour se faire remarquer. D'autres témoins ont suivi, dont beaucoup avaient déjà témoigné lors de l'enquête. Ils ont parlé de l'agitation de la foire, de l'utilisation de pistolets et de coups de feu pendant les spectacles et des déplacements de M. Bartlett le jour en question. Pourtant, aucun n'a pu affirmer l'avoir vu décharger l'arme ou tirer le coup fatal sur sa belle-mère. La défense a déclaré que M. Bartlett avait quitté Mme Lewis juste après être sorti du Mason's Arms. Le pistolet n'était qu'un accessoire utilisé lors des foires pour attirer l'attention sur le spectacle. Ils ont affirmé qu'il était sans aucun doute innocent des accusations. Cet argument n'a pas convaincu le jury, qui a rendu un verdict de culpabilité après 2 jours de procès. Interrogé, M. Bartlett a adopté une pose théâtrale et vigoureusement nié, affirmant son innocence et acceptant toute punition avec résignation. Le juge a alors prononcé la sentence de mort. Durant son incarcération, des membres du clergé lui ont rendu visite, lui donnant des conseils et l'exhortant à avouer ses crimes et à rechercher la paix avec Dieu. Malgré leurs conseils et efforts, il est resté impénitent, n'a jamais admis sa culpabilité et a affirmé son innocence. Le 15 avril 1837, Charles Bartlett s'est avancé vers l'échafaud avec une Bible à la main. Il a regardé la foule rassemblée et a demandé à prendre la parole. Ayant obtenu le silence, il s'est adressé calmement au public. Il les a exhortés à renoncer aux plaisirs mondains et à se repentir, avertissant qu'il n'y avait pas d'espoir de salut sans repentir. Il déclara qu'il espérait être accueilli dans la gloire, bien qu'il soit déshonoré sur terre. Il a terminé par ces mots « Je suis un homme blessé ». Charles Samuel Bartlett fut alors pendu, fidèle à la curiosité de sa vie errante. La veille de sa mort, il avait appris qu'un chronologiste était à Bristol, et il demanda que sa tête soit examinée après son exécution et que son corps soit envoyé à une infirmerie pour étude. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.